Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur Fight Minds. On a changé de nom, un nouveau nom de chaîne. Je suis avec Brian pour le 13e épisode du Game Plan qui sera un épisode assez spécial. On va en discuter dans quelques secondes. Tout d'abord, Brian, est-ce que tu vas bien? Ouais, 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 en grande forme. Toi, tu vas bien? Je vais pas dire en grande forme, je suis debout depuis 5 heures ce matin. On a un bébé qui a fait des siennes, mais motivé. Je vais utiliser le Voilà. mot motivé. Aujourd'hui, on a plein de sujets différents. On voulait, vu le nombre d'événements qu'il y a eu ce week-end, on voulait débriefer un peu, notamment sur Primus contre Barnaoui, sur deux plans, le plan stratégique et euh, un feedback, un commentaire qu'on a vu un peu trop souvent sur Twitter, sur YouTube, sur le fait que bah, les gens sont noirs ou blancs. Primus est dopé. Et j'ai bien aimé ce que toi tu répondais à ces Ouais. personnages. C'est surtout Primus est dopé, c'est pour ça qu'il a gagné. Ou c'est pour ça C'est que en plus, Barnaoui a perdu. c'est ça. C'est surtout ça, c'est surtout ça. Et Parce ça nous pose problème à tous les deux. il aurait perdu, on s'en fout, tu vois. C'est Tout le ça. monde sait. Donc ça va être le gros sujet d'aujourd'hui. On va discuter des leçons à tirer de ce combat, pas spécialement uniquement pour Mansour Barnaoui, mais je pense que ce combat peut nous donner pas mal de leçons à tirer pour tout un chacun qui est impliqué dans le milieu du MMA. On va faire un retour sur le main event du week-end qui vient de se produire entre Jairzinho Rozenstruik et Jailton Almeida. Et Mhm. on va quand même faire une petite preview de Mackenzie Dern contre Angela Hill, qui est notre main event de l'UFC qui arrive. On fait pas d'épisode spécial pour celui-ci parce que bah déjà, d'un point de vue dynamique, ça ressemble un peu au week-end précédent. C'est vraiment grappleur contre striker. Mhm. Et voilà, on va pas se mentir, c'est pas les gens vont pas beaucoup en parler, les gens vont pas spécialement cliquer sur la vidéo si on ne parle que de l'aspect stratégique de ce combat, mais je pense qu'il y a quand même quelques points intéressants à discuter Tout à fait. sur ça. Donc on verra aussi s'il y a d'autres sujets qu'on veut intégrer. On voulait peut-être parler de la responsabilité de l'arbitre par rapport à Davy Gallon. Heureusement, ça s'est transformé en no contest, mais voilà, il y a quand même de quoi discuter là, et aussi sur la gestion de combat de manière générale, en prenant pour exemple le combat d'Azael. Ouais. Commençons par Primus. Alors, d'abord du contexte. Je pense que tout le monde est au courant. Brent Primus a battu Mansour Barnaoui. Décision indiscutable, hein, Mhm. 48-47. Je pense que le monde entier avait ce scoring-là. Le problème, entre guillemets, c'est que beaucoup ont dit Primus est dopé. Il n'y a pas de j'ai l'impression qu'il est. Non, c'est Primus est dopé. Beaucoup de gens ont dit ça. Et ceux qui disent ça utilisent cette raison comme excuse. Ça le fait pas de dire ça comme ça, mais ils Bah, que l'ont c'est là, placé plutôt Barnaoui a perdu parce que Primus est dopé. est dopé et qu'il a un cardio qui lui a permis de revenir dans le cinquième. C'était ça, c'était vraiment, il a jamais été question de force. On n'a pas dit, personne n'a dit il est dopé, il était plus fort physiquement, Mhm. mais c'était, il était cuit, mais s'il a pu résister pendant 5 rounds, c'est qu'il est dopé. Ouais. Mm, mm, Et ça, effectivement, c'est problématique. Alors moi, je vais expliquer d'abord pourquoi je trouve ça problématique. Les deux raisons principales. De base, je n'aime pas quand on décrédibilise une victoire. Jusqu'à preuve du contraire, et j'aime bien ce terme, jusqu'à preuve du contraire, Primus n'est pas dopé. Et jusqu'à preuve du contraire, si tu sous-entends que un des deux est dopé, pourquoi tu sous-entends pas que l'autre n'est pas dopé? Parce que beaucoup de gens disaient, ouais, mais au Bellator, il n'y a pas l'USADA. Ouais, mais il n'y a pas l'USADA pour personne, en fait. Donc, pourquoi tout le mm. monde va sur Primus? Et deuxièmement, en tant qu'athlète, quand tu perds, quelle est ta leçon à tirer si tu dis, ah, j'ai perdu parce que l'autre est dopé? Donc, ça veut dire que t'as fait aucune erreur, t'as aucune leçon à tirer, t'as pas d'axe d'amélioration. Et j'aime pas trop les athlètes qui vont se cacher directement là-dessus avant de faire un genre d'introspection en disant ben, j'ai merdé là, j'ai merdé là, j'ai merdé là. Donc les fans qui ont bazardé, ouais, Mansour a Mm. perdu parce que Primus est dopé, je trouve que c'est un peu la voie facile aussi pour expliquer et justifier le résultat. Ouais, non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense qu'effectivement le dopage permet d'obtenir des victoires à certains combattants. Ça peut vraiment réellement changer
les choses. Maintenant, il existe plusieurs formes de dopage, dont deux bien spécifiques que l'on retrouve en MMA. Et je vais vous expliquer pourquoi il est dopé. C'est pour ça qu'il a gagné le combat. N'a pas réellement de sens. Et pourquoi dans certains cas, des combattants dopés vont gagner des combats. Et ça a du sens. Ok. Donc le dopage, ça veut tout et rien dire quand on dit il est dopé. On a des personnes qui se dopent pour devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants physiquement, avoir une faible masse graisseuse. Ok. Là, si on compare sur Barnaoui Primus, physiquement à la pesée, ils étaient relativement identiques. Ok. On a quelques petits signes qui pourraient questionner sur la largeur des épaules de Primus, mais c'est des signes euh, qui sont aussi liés en fonction des exercices musculaires qu'il a effectués. Mais si Primus physiquement s'est dopé avec des produits pour être plus fort, bien dans ce cas-là, il faut aussi questionner un possible dopage de Barnaoui. Vu que personne ne semble dire que le physique de Barnaoui est... Enfin, tout le monde dit il est extrêmement fort, surpuissant et tout, mais là, c'est forcément naturel. Primus, il est extrêmement fort, puissant, mais là, c'est pas naturel. Donc là, il y a un problème. Donc, dans le combat, on a vu qu'en termes de puissance, il n'y avait pas réellement de différence. Moi, j'ai pas vu de différence. Barnaoui a renversé sans trop de difficulté. Il ne s'est pas retrouvé coincé, bloqué, sans pouvoir, je sais pas moi, pummel, donc récupérer des underhooks. On avait une puissance qui était relativement similaire. Mm. Donc, ça veut dire que les gens pensent qu'il est dopé à cause du cardio. Et effectivement, on a des combattants où on suspecte du dopage parce qu'ils ont un cardio qui ne s'arrête jamais. Et donc, c'est du dopage qu'on retrouve dans tu sais, le cyclisme, EPO, truc de sang, enfin ce genre de situation, tu vois, hein, où tu vas avoir. Donc, ça pourrait effectivement se questionner. Ouais, Primus, il est pas capable de faire synchrone, sauf sur ce combat-là, ce qui est faux. Il a déjà fait synchrone Mhm. contre Michael Chandler et et donc à partir de là, on sait d'avance qu'il est capable de faire synchrone. D'autant plus que Michael Chandler, c'est aussi une intensité de combat. Voilà. Donc, dans un autre cas, on a Barnaoui qui tient synchrone, qui a un énorme cardio. Tout le monde dit que son cardio est illimité. Lui, pas de suspicion de dopage. Et de l'autre côté, on a un Primus qui tient un synchrone dans le grind, hein, c'est ce qu'on appelle le grind, ça veut dire il va vraiment, il est dans l'endurance, il fait ce qu'il est capable de faire, là il serait dopé. Et donc moi ce que j'expliquais, c'est que euh, je suis pas en train de faire des arguments comme quoi il ne l'est pas, hein. Je suis en train d'expliquer comme quoi peut-être qu'ils le sont tous les deux, ou peut-être qu'ils le sont pas, ou peut-être que ça saurait rien changer. Mhm. Prémisse, ce que je disais, c'est que c'est un jujitsuka. Et donc un jujitsuka, c'est des gars qui font des rounds très 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 longs avec une intensité non explosive. C'est comme s'ils devaient escalader pendant longtemps, tirer, soulever. Ils sont sur une endurance de force longue, voilà. Et une intensité faible, basse, où on maintient, on contrôle, on est sous pression, en isométrie, etc. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que son cardio debout, s'il devait courir explosif, en un round, c'était cuit. Mhm. Tout son système ATP explosif, etc., il était mort. Par contre, son système d'endurance fondamentale, la capacité à accepter, à tolérer l'acide lactique, ça, il l'a. Il l'a prouvé, et en plus, il est pratiquant d'une discipline où on va là-dedans. Tu vois. Mhm. Et donc, quand il était debout, il était cuit. Quand il était au sol, il survivait en grapplant comme il est capable de le faire face à des ceintures noires. Donc, c'est pour ça que euh, pour moi, je ne vois pas où le dopage aurait pu l'avantager, entre guillemets. Mhm. Pour moi, c'est la structure du combat. Si par contre, il avait été endurant, debout, au sol, pendant 5 rounds avec une haute intensité, oui, là, on peut se questionner sur un Mhm. dopage d'endurance. Ouais. Mais là, on a vu qu'il y avait une filière qu'il a brûlée en un round et son autre filière qu'il a conservée. Donc, je me rappelle plus le nom, c'est anaérobie, aérobie, par exemple. Je crois que c'est ça le truc. Mhm. Donc, il y a une filière qui était cuite, celle où il était debout, et une filière qu'il a conservée, celle au sol.
c'est un Jujutsuka, c'est logique. Ouais. C'est comme un striker qui s'éclate en 1 minute, tu le mets au sol, tu le crames et après il a plus d'énergie. Il peut, bah, c'est exactement la même chose. Donc voilà, pour moi, c'est ce que je lis du combat, tu vois. Mhm. Ben, je pense qu'il y a un mot que tu as utilisé qui est très intéressant, c'est questionner. Moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est les gens qui vraiment accusent directement, sans spécialement de connaissances. J'aime bien ici que tu as élaboré parce que moi, je vais être honnête, Mhm. le dopage, c'est là, je m'y connais absolument pas. Je m'y connais tout simplement pas. Euh, Ceci étant dit, tout ce que tu as dit me semble très logique et le questionnement est plutôt de mise ici. Tu peux questionner, tu peux te dire, bah, il est peut-être dopé. C'est clair. On n'est pas en train de dire qu'il ne l'est pas, mais on est en train de dire qu'on ne peut pas assurer et garantir Mhm. qu'il l'est, au même titre Ouais. que pour tous les autres athlètes qui avaient sur la carte du Bellator et même à l'UFC, tu peux Mhm. jamais garantir que l'un l'est ou ne l'est pas, parce qu'on a déjà entendu des gens qui arrivaient à contourner l'USADA, et au final, c'est après 5-6 ans de carrière qu'on se rend compte que finalement, ils étaient dopés avec des samples et des Mhm. échantillons, du coup, d'il y a longtemps. Donc maintenant, on va peut-être revenir sur Et Ouais, mais je voudrais juste, je pense cette accusation, elle vient parce que certains youtubeurs ont avancé ça avant le combat. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'ils tournent pas à la cristalline. Et c'est ça que, en fait, que j'ai du mal à comprendre, c'est que, enfin, c'est pour ça que c'est ressorti comme ça. Il y a eu quelques youtubeurs qui ont fait l'analyse entre guillemets en disant ouais, bah, de toute façon, Primus, on le sait, il tourne pas à la cristalline. Euh, mais il en s'était fait quoi? choper avant ou enfin Non, non, d'où vient non. cet argument? C'est juste Alors, moi, clairement, je suis entièrement d'accord. Je pense vu son physique, donc au niveau de ses épaules, au niveau de comment dire, trapèze. ses trapèzes, etc. Je pense qu'effectivement, il a eu un passif. Enfin voilà, c'est les États-Unis, il faut pas se leurrer, tu vois. Donc, sûrement qu'il a eu un passif. Mais, le truc, euh, c'est qu'à un moment donné, quand tu as des physiques qui sont quasi similaires, avec une masse musculaire, une masse graisseuse quasi similaire, enfin voilà, dans ce cas-là, si tu compares si tu te bases sur le physique, tu peux pas dire que l'autre l'est pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui est questionnant. Donc peut-être qu'il a eu un passé dopé, peut-être qu'on va apprendre qu'il était dopé. Dans tous les cas, pour moi, s'il l'a fait, je pense pas que c'est ça qui ait changé la structure du combat et le cas de la victoire. Ouais. Et j'espère, en tout cas, je pense pas qu'il va le faire, que le coin de Barnaoui ne va pas se réfugier là-dedans parce que ça serait une énorme erreur, une énorme erreur. Je te rejoins à 100%. Le dernier argument que les gens donnaient, c'était l'âge aussi. Comment Alors être oui, aussi tout à fait. endurant à cet âge-là? Et c'est assez paradoxal parce que dans les sports d'endurance, Oui, c'est ça. souvent les plus âgés. Alors, je vais prendre un exemple parce que j'adore cette anecdote. Donc, je vais te poser une question. euh, et les gens qui regardent le podcast vont pouvoir essayer de répondre aussi. Alexander Sorokin, j'imagine que le nom te dit absolument rien. C'est Euh, c'est Vas-y. celui qui détient le record de nombre de distance parcourue en 24 heures en course à pied, Mhm. la distance la plus longue. Il a battu lui-même son propre record à 40 ans, à quelques mois de son anniversaire de ses 41 ans. Or, donc déjà, énorme, hein, Mhm. donc celui qui détient le record, bah, ça c'est vraiment de l'endurance, quoi. Ouais, Parcourir le ouais, bien plus de sûr. kilomètres en... Combien de kilomètres a-t-il fait en 24 heures? Alors là, j'en sais rien du tout. En 24 heures? Ouais. Alors, on me dit pas. 3000. J'en Attends, sais rien. non, course à pied, hein. Bah, 24 heures. S'il va à 10 km/h 2004, Non, ça serait. t'as rajouté un Ah non, zéro là. 24. Ouais. Ah oui, j'ai mis 240. 240, ça c'est s'il Ça fait ferait du 10 beaucoup. km Ouais, ça heure. fait Ouais. beaucoup quand même, hein. Ah En bah, c'est plus 24 que heures. ça, mec. Il a fait du 13 km/h de moyenne. Il J'ai arrive juste en dessous de 320 km parcourus en 24 heures. ouais, j'ai rajouté un 0, j'allais dire 300 en fait, à la Voilà, c'est place. ça. Donc c'est Putain, presque 12, 320 13 km/h. Les gens pendant se rendent, 24 heures, les mec. gens se rendent pas compte, hein. Les gens se Ah, rendent pas compte, je crois. Moi déjà, 11 km/h, ouais, 11 km/h, 1 heure. 1 heure, c'est bien, tu vois. 1 heure, t'es content. Tu fais 11 ou 12, ça m'arrive de le faire. Je suis content. c'est un truc de malade.
Et donc tout ça pour dire que voilà, l'âge et l'endurance, alors c'est pas le même type d'endurance, on est bien d'accord. Quand tu cours, c'est toi qui es en gestion totale. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de te frapper ou d'essayer de passer ta garde ou d'essayer de te suivre. Mais voilà, les sports d'endurance, l'âge rentre en compte un peu plus tard que le déclin athlétique est à 35 ans. Non, sur l'endurance, c'est pas du tout vrai. Alors ouais, sur l'endurance, effectivement, on voit bien que les coureurs dans l'âge, bah, ont une meilleure gestion, ont une meilleure, ouais, meilleure gestion. Ils sont souvent mieux entraînés, plus de temps pour s'entraîner. Où on va avoir des déficits, effectivement, c'est sur l'explosivité. Là, hier, il y avait Aldric là qui parlait d'un combattant. Pour moi, quand on parle de l'âge, comme je te l'ai déjà dit, pour moi, ça a pas de. Enfin voilà, un combattant me dit ah, il commence à être âgé. Moi, ce que je regarde, c'est ses performances dans la cage. Mhm. Là, il parlait d'Yves Landu, il dit ouais, il a déjà 36 ans. Et en fait, habituellement, c'est le genre de truc qui m'intéresse pas. Mais Yves Landu, c'est quelqu'un d'explosif. C'est un Ouais. combattant explosif. Et là, effectivement, ça va jouer sur ses grandes habilités. C'est ça, son gros, gros, gros point fort. Ouais. Par contre, un combattant qui a été stratégique ou qui est dans la lutte ou qui est dans le grind, son âge, pour moi, ça change strictement rien. Mhm. Au mieux, enfin au pire. Ce que j'entends souvent, c'est qu'il a beaucoup plus d'expérience technique, il a eu beaucoup plus de situations à vivre en entraînement ou en combat, et il saura plus facilement sortir de situations. Par contre, un combattant explosif, là, c'est questionnant. Cependant, sur la question de l'âge, il y a la question du corps. Donc effectivement, il y a une baisse des hormones, testostérone, et un combattant qui garde à peu près le même physique toute sa carrière, effectivement, ça pose question. Mhm. Ça peut poser question. Alors il y a deux choses. La première, c'est est-ce que quand il était jeune, il avait exactement la même structure d'entraînement? Donc moi, je le vois bien, hein. Moi, personnellement, j'ai changé parce que j'ai arrêté de faire de la prépa physique spécifique MMA à faire reproduire des mouvements que je faisais à l'entraînement, mais je suis passé en comment on appelle ça? Musculation pure, à isoler les muscles, type bodybuilding entre guillemets. Mhm. Et ça se transfère très très bien. D'ailleurs, j'ai vu un pote qui a fait un post là-dessus où il disait qu'il fallait arrêter le spécifique. Et je le vois et j'ai l'alimentation, ce qu'ont pas les jeunes. Tous les jeunes qui sont avec moi, leur alimentation, elle est éclatée. Mais quand je dis éclatée, c'est franchement, hein, et j'en fais des suivis nutrition. Quand je dis c'est éclaté, c'est plus qu'éclaté. C'est leurs lipides, c'est x2, x3. Protéines, t'as des jeunes, ils sont à même pas 1 gramme de protéines par poids de corps. Enfin, à un moment donné, si vous donnez pas ce qu'il faut, voilà. Par contre, si on a un athlète qui a toujours eu la même préparation, la même alimentation et que son corps bouge pas au fil des années, ça pose question. Mais si on regarde Bren Primus, physiquement, il a plus le même physique qu'il y a quelques années, hein. Mhm. Entre les photos il y a quelques années et aujourd'hui, moi je m'attendais à quelqu'un quand tout le monde disait qu'il était solide physiquement, quand il est arrivé dans la cage, bah, j'ai pas trouvé qu'il a un physique de crossfitter, tu vois. Mhm. Et pourtant, j'avais lu hein, qu'il mettait une grosse partie de sa prépa sur du CrossFit Ouais. intense. Mais, Donc voilà. mais, mais, Ouais. mais les gens oublient que, il y a les photos juste après un combat où tes muscles, ils sont remplis, remplis de, tu sais, on appelle ça le pompe, là, tu vois. Ils sont Mhm. remplis de sang, remplis de sucre aussi, parce que, bah, avant le combat, tu manges plein. Ils sont plein, plein, plein. Ils sont congestionnés comme pas possible. Les gars ont transpiré, donc il y a plus d'eau dans la peau, donc ça paraît très, très sec. Donc forcément, à la fin des combats, tu vas faire comme ça, t'as tout qui sort, les veines, etc., tu vois. Mais là, moi, sur son combat, j'ai pas trouvé qu'il était très Ah, physiquement comparé aux années précédentes. mhm. Ouais. Donc encore une fois, on ne peut pas garantir ni l'un ni l'autre, mais c'est un peu précipité Oui, c'est d'aller dire précipité. qu'il l'est. Après, Parce voilà, à qu'il n'y a ce pas de niveau-là, réel, ouais, il y a pas de après, réel gros argument. après, à ce niveau-là, voilà, il y a la, la, la suspicion, elle doit être quasi sur tout le monde, clairement. Et c'est ce que font les trucs, les organismes. Ils contrôlent tout le monde parce que la suspicion, elle est tout le monde. Il faut pas se leurrer quand même. Il faut Ouais, pas bah c'est se leurrer. ça. Il y a tellement de gens qui disent tout le monde est dopé. Point barre. Et Ouais. on peut pas dire que c'est impossible, hein. On peut vraiment pas dire que c'est impossible. Non, Mais on peut pas. de là à accuser tout le monde sans laisser l'ombre du doute du côté sain,
C'est un Ouais, peu voilà. précipité. Moi, je vois ça. Alors, je sais, hein, ça risque de me retomber dessus, hein, si maintenant on entend que Primus était dopé, tout le monde va dire ah t'as voulu le défendre, blablabla. Mais dans la situation actuelle où rien n'est prouvé, je Mm. trouve que limite c'est un manque de respect envers l'athlète de dire mec t'es dopé au lieu de dire mec t'as bossé comme un fou, comme un acharné pour avoir ces compétences, cette capacité de tenir sur 5 grands tout seul, Ouais, tu vois. bah c'est ça le problème, c'est que les gens en fait, comment dire ça? Être fans d'athlètes, louer des athlètes, dire ce mec est incroyable, etc. parce qu'il a jamais été chopé, et puis cracher sur d'autres qui ont été chopés. Mais il y en a, je vous rappelle, qui ont été chopés. Makachev, il a été chopé, et en une fois, ça, on regarde pas. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Le Mhm, dopage, il existe, ça c'est clair. Au niveau, il faut pas rêver. Euh, mais ça, c'est sûr et certain. Mais je pense quand même que voilà, dans le truc, tu peux pas. En tout cas, sur la structure du combat. Si effectivement il avait été son cardio partout et que physiquement il a été plus fort que Barnaoui, on aurait pu se questionner. Là, pour moi, ça s'explique. Ok, ça veut pas dire qu'il est pas dopé, il peut l'être, mais en tout cas, sa victoire n'est pas liée au dopage. Pour moi, hein. mhm. Elle est Ouais. liée à une grosse erreur de stratégie de l'équipe de Barnaoui, une énorme erreur, et une énorme erreur aussi sur le premier round, qu'on aurait pu payer peut-être. Mais pour moi, ça a été. Et puis, toute la toile FR a tellement sous-estimé Primus, à un moment donné, pas que FR, parce qu'on voit les codes de Paris, à un moment donné, je pense que faut rester honnête avec soi-même, hein. Mhm. Ouais, alors, je vais juste rebondir sur un truc parce que Islam Makhachev, il a vraiment été chopé parce que c'était plus. C'est aussi dans le gris, tu vois. Alors, C'était dans. J'ai pas vu de. Enfin, c'est pas officiel, quoi. donc, On a eu l'accusation de Dan Hooker. non, 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 avant, je te parle de ça d'avant, Ah, moi. avant, ok, autant pour moi, autant pour moi. Aux médicaments là, aux médicaments russes. Ok, Il y a j'avoue que et bien j'ai pas avant, suivi, moi. il devait combattre, et puis son combat avait été annulé à l'époque, tu te rappelles pas? Et il était sous enquête, et apparemment c'est un traitement. Oh, je sais plus, je me rappelle plus des détails, mais c'est un traitement. Et puis au final, ça a été classé sans suite. Ok, Ça a été ouais, classé sans suite. Après, j'ai pas voilà, suivi. il faut pas rêver. La Russie, c'est pas. Et c'est un pays où on sait que le dopage a été extrêmement présent, c'était un dopage d'État. Les Russes, là, il y a, au PFL, il y en a plein, plein qui se sont fait choper, etc. Et c'est partout, tu vois. Il y a des gars d'Irlande, des gars de Tchétchénie, des gars de tous les pays, tu vois. Mhm. Ah ouais, non. Ah, bah, de Mais toute façon, on sait, le dopage est omniprésent. ouais, c'est omniprésent, il faut pas rêver quand on voit les petits trucs là, Makachev qui avait sorti que quand il était enfant, on lui donnait des petites pilules. Il savait pas ce que c'était, alors c'était de la multivitamine, mais voilà, tu sais, le dopage d'État, ça existe, c'est une réalité, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou furieux. Donc, le problème, c'est que il faut, dans un monde idéal, ça n'existerait pas, clairement. Mhm. Mais ça doit pas non plus cacher les habilités et les compétences des combattants. Pour moi, Makachev, il pourrait être dopé, ça n'empêche pas que pour moi, techniquement, c'est un des meilleurs. Ok? Ouais, Et que si personne n'était dopé, il serait quand même dans le top. Tu vois, donc c'est ça. Mais ouais. Et donc, mais bah, après, ça, c'est clair que c'est un énorme, énorme avantage. C'est un énorme avantage. Et c'est. ça, on le ressent directement. Moi, je suis parti aux États-Unis, tourner entre un gars où tu sais que le gars est dopé, ou le top 3, enfin voilà, tu vois, Chad Mendes qui a été chopé, c'est surhumain. La force qu'il a, quand je tournais avec lui, c'est une force, c'est surhumain. Il n'y a pas de, j'ai jamais ressenti ça. Mhm. Et sur plusieurs profils qu'il était, de cette team-là notamment, c'est, mais que toi, quand t'es jeune, tu te dis, oh, putain, il est incroyable, il est trop fort ce type, oh, j'adore. Mais voilà. Et puis à un moment, au bout de 10 ans, 15 ans, tu te dis, ah, mais en fait, c'est ça. Tu te rends compte, tu vois. Tu te rends compte que. Et oui, le top 100, je tournais avec des gars qui rentraient à l'UFC, qui étaient tout en bas du classement, aucun problème. Les mecs, ou Benavidez, tu vois, Benavidez, alors lui, il n'y avait pas plus naturel que lui, zéro force, quoi.
Ouais. Enfin, zéro force, il a une force naturelle, tu vois. Mais Mhm. techniquement, il est incroyable. Et c'est pour ça que moi, je suis un grand fan de Benavidez parce que il s'est hissé au plus haut niveau. Il a été critiqué, tout le monde s'est moqué d'Eveson Figueiredo. Il avait dit comment il l'a tapé. Mais Figueiredo, on ne ferait jamais euh, enlever de la tête que ce gars-là est naturel. Jamais. Et Benavidez, pour moi, d'être dans le contenders numéro pendant tant d'années, c'est De c'est par la phénoménal. technique, De par la ouais, technique, de par son travail, c'était le plus gros bosseur. Lui, il serait passé du côté obscur, il aurait été champion. Il aurait été champion et je pense qu'il aurait bouffé Demetrius, tu vois. Clairement. Demetrius, je sais pas. Je vais rien dire dessus. Mais Ouais, j'avoue que Demetrius, lui aussi, tu vois que c'est un fin technicien. Tu l'as jamais ouais, vu surplomber quelqu'un par la par sa force. force, ouais. Ouais. Donc, Mm, mm, mm. encore une fois, mais encore Donc une fois, voilà, hein, ce sur le milieu-là est style juste aussi. gris, quoi. Tu peux jamais dire oui ou non. La réalité, c'est que tu peux te baser que sur une fois que c'est prouvé. Ok, Voilà, là c'est tu toute peux la dire ça c'est difficulté. blanc et tant que ça l'est pas, ça reste Mm. gris. Et comme tu l'as dit, voilà, Benavidez vraisemblablement quand on tournait avec lui, ça semblait naturel ou en tout cas s'il utilisait des produits, il les utilisait mal. Non, il s'entend tellement, non. Mais oui, oui, il y a des combattants comme ça où je pense on tomberait des nues, tu vois. On Certainement. tomberait des Ben, nues. ouais. Ah Ben, ouais. je sais plus c'était qui. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait été chopé. Oh, je sais plus qui. Et alors, quand tu regardais son corps, tu disais, mais mec, Sean t'as pas un O'Malley, corps de dopé. Sean O'Malley, il a été Par chopé, exemple. hein. Ouais, Il a par été chopé exemple. pour des produits dopants. Mais je sais J'ai, plus qui c'était. C'était un gars qui était plutôt. Ah ouais, c'était pas Ben Rothwell. Après, ouais, chez les poids lourds, c'est encore sûrement, ouais, différent, tu ouais, vois. ouais. Mais t'as des mecs qui se font choper, tu dis, mais attends, mec, t'as pas du tout le corps du Non, dopé. Donc, tu peux même pas te mais baser uniquement là-dessus. Tu peux te baser que sur les tests, en fait. Et ça, c'est la ça réalité. rejoint ce que je disais, c'est que la transformation physique, donc bien évidemment, ça va aider, hein, je dis pas hein, sur les produits de culturisme, mais si tu prends des produits dopants et que tu as une alimentation d'Américains et que tu t'entraînes à faire je sais pas moi, que de la course à pied, tu vas pas finir comme bodybuilder ou avec un physique je sais pas moi, Yoel un- Romero. de Yoel Romero, c'est pas possible, tu vois. C'est des, il y a le physique, voilà, il y a un physique naturel qui est possible d'atteindre avec un faible masse graisseuse et avec un développement musculaire en fonction des exercices que tu fais et de Mhm. ta morphologie, bien évidemment. Mais si tu fais jamais tes pecs, rêve pas, il y aura pas de pecs, tu Ouais, vois. ton produit dopant, Euh, il va pas faire il va apparaître pas des les faire muscles que tu ne sortir, travailles pas. bien Ouais. évidemment, il va pas les faire sortir, ça c'est d'office, tu vois. Si tu travailles que en endurance, tu vas avoir une fibre lente et ça se trouve tu auras pas d'épaule, tu vois, tu auras pas des grosses jambes, tu vois. Tu vas avoir des jambes fines, mais un muscle est capable de résister, etc. Et donc c'est vraiment ça aussi. Euh, c'est ton corps, il s'adapte aux charges de ce que tu lui demandes de faire. Bien sûr. Moi personnellement, j'avais pas de pec parce que je faisais jamais ça. J'avais peur que ça me coince dans ma boxe, tu vois. Et là, ça fait 1 an et demi que j'en fais pour la plage. Non, non, pour équilibrer les biceps, j'en faisais jamais. J'ai perdu mes 2 biceps, tu vois. Ouais. Les deux ont sauté. Maintenant, je fais vraiment de l'isolé. Mon préparateur physique m'avait dit, fais de l'isolé pour la prévention et tout. Eh bien, j'en fais. Et clairement, ben, je commence à avoir des vrais pecs qui apparaissent, tu vois, des genres de choses. Mhm. Et j'ai une diète, c'est au gramme près, tu vois, c'est tous les jours. Donc, tu as un physique qui peut changer aussi en fonction de ces des éléments-là. Ouais, Après, voilà, faut pas rêver sans produit, tu vas pas passer au-delà de certains caps. Tu peux pas, en, bien en sûr. poids lourd, par exemple, euh, être comme Alistair Overeem à 120 kilos sec à 10%. C'est impossible, tu vois. Ou Mhm. 120, 110 kilos à 10%. Tu peux pas, moi, dans mon cas, je pourrais pas être à 85, j'imagine, sec, tu vois, avec des épaules ultra larges et tout. Il y a un moment donné, il y a des limites physiques. Il y a des limites Bien sûr. physiques. Mm. Bien sûr. Et bah, reprenons peut-être le Ouais. chemin initial. J'ai posé la question ultra sèchement, ultra directement. Pourquoi, selon toi, Barnaoui a-t-il perdu? Pour les raisons que j'avais évoquées
dans le premier podcast, dans l'analyse, alors moi, les principales raisons, je vais en dire trois. Un, le game plan qui, pour moi, n'était absolument pas adapté. Mm. J'étais pour hein, le dirty boxing parce que je sais que c'est une de ses spécialités, etc. Mais j'aurais pas mis 100% de son striking dans le dirty boxing. Donc pour moi, il devait gagner par finish au deuxième ou au troisième round. Donc imposer du volume, frapper, utiliser son jab, sa distance, pourquoi pas ses kicks, bien faire attention à défendre tout ce qui est calf kick, low kick, les amener au sol et le fatiguer, lui en mettre plein les yeux. C'est un jujitsuka, hein, il n'est pas habitué à prendre des coups. Il n'est pas habitué à prendre des coups. Pas de pleine puissance dans les yeux. Après, il va avoir les yeux qui pétillent. Il va surengager pour défendre. Il va vouloir shooter en télégraphiant. Et pour moi, il aurait dû prendre son temps en premier pour commencer à créer des ouvertures, créer des choses. Mhm. Si ça clinchait, pap, les coudes, machin, etc., le couper comme il est capable de le faire, les genoux, et commencer à dérouler à partir du deuxième, troisième round. Je pense qu'il aurait dû prendre son temps. Pour moi, ça a été une erreur, et quand il a dit qu'il allait le mettre KO au premier round, j'espérais que c'était juste un effet d'annonce, comme on peut le faire, tu vois, genre je vais le mettre KO au premier round et tout, et puis après tu arrives ultra stratégique et tu fais ton taf, tu vois. Mhm. Donc, stratégiquement, je pense que ça a été une erreur. Stratégiquement au sol, je pense qu'il y a eu aussi une erreur de vouloir travailler sur des... Comment dire ça? C'est pas au vieux singe qu'on fait la grimace, tu vois. C'est pas Mhm. avec des clés en side, en tenant la tête et en coinçant le coude entre ses hanches qu'on fait taper un gars. Ah, s'il Euh, faisait taper là-dessus, ça aurait été énorme parce que c'était, tu vois, c'est ultra original et innovant. Mais comme tu le soulignes, ouais. non, ça aurait pas été énorme. Euh, c'était impossible c'est impossible. En fait, ce que j'explique à mes gars, aux débutants, c'est simple. Une clé qui est pas possible, où tu ne peux pas casser, où tu ne peux pas endormir, ne fonctionnera pas en combat. Mm. Et donc là, quand tu coinces un bras, je vais mettre comme ça, que tu coinces un bras et que tu as un bras de levier de 20 centimètres, tu vois, ça va pas taper. Ça va pas taper. Ça va pas casser. Il avait que 20 centimètres. Il peut pas, son corps peut pas se plier en deux pour casser le bras, tu vois. Ouais. Parce que quand bien même il se plie en deux pour casser le bras, la main elle va glisser, son poignet qui est coincé avec ses jambes va glisser. Ça ne casse pas. Donc à partir de là, cette clé n'est pas utilisable en combat. Elle a dû faire taper à l'entraînement parce qu'on n'a pas envie de se blesser, parce que peut-être qu'il a tourné avec des gars qui se sont fait surprendre et ils ont un peu peur. Mais en combat, tu tapes pas là-dessus. Et donc Mm. c'est pour ça qu'en combat, c'est des clés, tu dois être là, tu étrangles, tu endors, tu vas pour endormir, ou tu vas pour casser. Moi j'ai des gars, ils mettent des jujis, je comprends pas, le juji était incroyable. Je dis mais t'avais zéro levier. Où est-ce qu'il était ton levier? T'avais son poignet sur ton ventre et le gars, il y a de l'élasticité dans un bras, tu vois. Si t'as un levier où ça casse, c'est parti. Mhm. Hier soir, non hier soir, dimanche, j'avais un gars qui combattait. Il avait déjà passé une clé de genou. Il est, il a pas osé. Il y a 2 mois, il avait passé une clé de genou, mais il osait pas, il avait pas du tout de bras de levier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y avait pas du tout d'extension possible. Le jeune qui était en face à lui, alors que c'est un novice, même pas, hein, il a pas tapé, et tu vois, il a eu un peu mal au genou, il a pas tapé, il a réussi à sortir. On l'a vu avec Mokaev. Mokaev, ouais. Hier, il a eu un genou, je lui ai demandé, vous pouvez regarder hein, sur mes stories, je lui ai demandé de bien se replacer, passer la jambe derrière. Il avait un bras de levier, enfin un bras, vous avez compris ce que je veux dire. C'est simple, il partait pour casser. Il partait pour casser ce genou. Et donc, bah, il y a eu l'arrêt parce que bon, c'était en novice, l'arbitre a arrêté. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Une clé, quand elle est engagée, tu vas pour casser. Mm. Tu pètes. Là, pour moi, ça aurait été exactement la même clé que contre Coleman à Arès, tu vois, où le gars tape avec un bras. Ça aurait été complètement discréditant pour son adversaire, tu vois. Ouais. Surtout vu son niveau à Primus. Mais ouais, c'était pour moi impossible. Donc ça m'a un peu étonné. Je pense qu'au sol, il avait vraiment les moyens de soit prendre ce dos, pour moi, sa stratégie devait être uniquement sur la prise de dos. Il est Mhm. excellent, l'étranglement et tout, ou triangle avec ses longues jambes. Pour moi, c'était les seules stratégies de technique, tu vois. Mhm. Mais j'aurais pas parié sur le sol, personnellement. Ok.
Enfin, et puis le grand endpoint, bien évidemment. Ouais. Moi, stratégiquement, le problème pour moi vient pas spécialement de l'approche qu'ils ont eue, mais Mhm, plutôt du manque d'adaptabilité, dans le sens où c'était pas spécialement une mauvaise idée de commencer si fort. Primus l'a dit, ça l'a surpris, on mhm, l'a vu, ça l'a mis en difficulté. Donc sur l'idée, c'est pas mauvais. Le problème, c'est quand tu as une approche comme ça, tu dois te mettre une limite. Genre, OK, si après 3 minutes, je l'ai pas finalisé, il me reste encore 22 minutes derrière. Il faut que je diminue l'intensité et que je parte sur une stratégie où je vais peut-être l'emporter à la décision ou alors je ralentis et puis je réaugmente dans le troisième. Mais vouloir absolument finaliser comme ça sur le premier round, c'est aussi te griller sur la suite. D'ailleurs, on l'a vu, il s'est ouais, bien fait toucher et je pense qu'il n'a pas récupéré ses esprits dans le deuxième round. Je pense que dans le ouais. deuxième round, Barnaoui était encore sonné. Donc au final, tu fais un premier round où bah, tu l'emportes clairement parce que ton Mhm, volume, ton intensité et les frappes étaient solides, mais il a pris trois quatre crochets arrière, mhm, dont un qui l'a vraiment, qui lui a fait faire l'ascenseur, qui l'a bien sonné. Et du coup, dans le deuxième, il était plus en mode survie. Il a repris ses esprits dans le troisième, mais il n'y avait pas d'adaptation. Et je parle d'adaptation dans le combat, mais aussi dans sa carrière. Barnaoui est quelqu'un qui a perdu tous ses combats en acceptant trop facilement le sol mhm. face à des gars qui étaient capables de gérer son niveau au sol. Barnaoui a un niveau incroyable au sol, mais ça lui est arrivé plusieurs fois, Gamrot, Makhachev, maintenant Primus, de tomber sur des mecs qui, s'ils prennent le top contrôle, ils sont capables de gérer jusqu'à prendre la décision. Mhm. Et là, c'est un problème parce que on en parle souvent quand je parle des statistiques, quand on parle de Sterling, quand on parle de Tony Ferguson, de Ned Diaz, ce sont des gars qui ont confiance en leur jeu au sol. Et du coup, ils préfèrent ne pas utiliser d'énergie dans la défense de lutte. Ils préfèrent utiliser l'énergie une fois qu'ils sont dos au sol. Mais c'est problématique quand tu es face à quelqu'un qui arrive à prendre ses points au-dessus de toi. Parce qu'à un moment, si tu n'arrives pas à le finaliser, bah, tu Ouais, perds ton combat, tout simplement. Et là, typiquement, contre Primus, c'est le genre de combat où il fallait changer cette façon de fonctionner habituelle en se disant, bah, face à Primus, il faut absolument que je mette de l'énergie dans la défense de takedown parce que là où la différence était la plus claire, à l'avantage de Barnaoui, c'était debout. Et c'était debout dans la simplicité aussi. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de dégâts en travaillant simple derrière son jab une fois que la ouais. fatigue était installée chez Primus. Mhm. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu. C'était quelque chose qui était nécessaire, notamment dans la cinquième reprise, qui était décisive. Ouais. Je vais revenir sur ce que tu dis sur le choix du premier round qui était pas une mauvaise idée. Mhm. Je sais plus si c'est sur en commentaire YouTube ou sur Twitter où quelqu'un disait j'ai hâte de voir comment il gère la pression, comment il gère le fait d'être autant mis sous les projecteurs, sous la lumière. Et dans le choix du game plan, eh bien, de se dire on va chercher on va le surprendre au premier round pour obtenir un finish. Tu as une question de probabilité Mhm. sur un plan, surtout sur un tournoi à 1 million, tu vois, sur un tournoi à 1 million, sur un tournoi à 5. Et dans ton game plan, tu vas avoir quelle est la probabilité que je gagne en le strikant, en bossant progressivement, en cherchant à créer les ouvertures, en gérant mon allonge au premier round, puis en cherchant le finish au deuxième ou au troisième, ce qu'il a failli obtenir d'ailleurs, ou quelle est la probabilité que je gagne au Mhm. premier round en le surprenant, en balançant tout, euh, sachant qu'il a jamais été fini au premier round, si ce n'est en amateur, tu vois. Mhm. Et donc, bah, t'as ces deux probabilités-là, tu fais un compte, ou tu demandes à tes potes, tu penses que c'est quoi, tu 60-40, 50 machin, etc. Et tu dois faire un choix. Et c'est pour ça que je pense que c'était pas une bonne idée de tout miser sur le premier round. Si c'est un gars Ouais. qui s'était fait surprendre à plusieurs reprises au premier round, euh, et qui n'avait pas réadapté, hein, bien évidemment, on pourrait se poser la Mhm. question. Ouais. Mais là, dans ce cas de figure, dans la probabilité qu'il gagne son combat en gérant en termes de sécurité, je pense que le fait de mieux gérer son striking, d'aller chercher un peu plus loin et d'aller faire ses rounds, était un peu plus judicieux. Ouais, je comprends. Tu vois? Donc, ouais, c'est Et c'est en quand ce tu sens-là, analyses ton hein. combat, tu as plusieurs chemins vers la victoire que tu peux t'imaginer. Ouais. Et ton objectif en tant que combattant, c'est évidemment de sélectionner le game plan qui te met la plus haute probabilité de victoire. C'est ce que Et tu répètes souvent avec Georges ouais, Saint-Pierre, tu vois, et je ouais. pense clairement qu'on est là-dedans, Mhm. dans ce cas de figure. Ouais, Et je donc, pense qu'il y avait un côté, on va faire le show, on nous attend au tournant, si on gagne,
Certains l'ont dit, vous t'imagines s'il avait gagné au premier round, ça aurait été monstrueux, incroyable. Donc c'est-à-dire Mhm. que les publics ça aurait été monstrueux pour le public et incroyable, Ouais. mais pour le tournoi à un million, ça aurait rien changé. Il aurait été sélectionné, il serait passé au tour suivant, tu vois. Ouais. Et donc il y a Ouais, eu ouais. un choix qui a été fait qui pour moi était pour le spectacle plutôt que pour la victoire. Et pour moi, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Enfin voilà, après, on tombera peut-être dessus et tout, mais il aurait pas gagné plus au combat suivant parce qu'il venait d'un KO, gagner un Mhm. KO. Ça, on peut l'avoir sur des combats. T'arrives, Ouais. tu sais que si imaginons que tu as 60% de chances de gagner au premier round par KO si t'accélères et que tu le surprends, 70% de chances ou 80 de gagner sans accélérer, tu te dis, bah allez, je vais chercher à le mettre KO au premier, et comme ça, je pourrais négocier un gros contrat ou une grosse prime au combat suivant. Ça se discute, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, toujours lié aux objectifs évidemment, mais là clairement quand tu es dans un tournoi et que c'est signé pour le tournoi, peu importe ta performance, la victoire est ton objectif premier, Je pas pense, la je pense, manière. je Ouais. pense. Et d'ailleurs, ça pourra nous faire se passer sur la victoire, tu sais, sur le sujet qu'on voulait évoquer, on a dit en dernier, Azael? sur la gestion du combat. Ouais, sur Ouais, Azael. Moi je voulais juste peut-être synthétiser avec une question très simple, ouais. simple à comprendre, peut-être moins simple à répondre. Si maintenant tu étais dans le coin de Barnaoui ou dans le camp de Barnaoui, quelles seraient les pistes d'amélioration que tu lui ferais bosser pour la suite? Ah, c'est une bonne question, ça, hein. Ouais, Parce que, je disais, elle est simple à alors, poser, elle est moins simple à effectivement, répondre. effectivement, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, ouais, est-ce que est-ce que tu penses qu'il devrait changer de club, changer de camp? Est-ce que tu penses qu'il devrait Moi, je suis, alors, pour moi, c'est pas oui ou c'est pas non, c'est pas simple à répondre. Pour moi, il y a deux choses. C'est clairement, il doit se professionnaliser et pas que lui, s'il reste avec son club, ils doivent se professionnaliser. Donc, le problème, c'est que on a une culture où on commence avec quelqu'un, une culture dans les arts martiaux, surtout en France, et puis les coachs sont en grande majorité responsables pour ça. On commence avec quelqu'un dans un petit club de quartier, on monte, on monte, on monte, on monte, et puis il arrive où il y a une limite du coach, parce qu'il travaille à côté, parce qu'il est bénévole, parce que le soir il est un peu fatigué, il a fait ses horaires, etc. Et le soir, il fait ça gratos. Et en plus de ça, bah, les combattants, ils sont là, ouais, tu me tiens les pattes, et tout est gratos. Et à un moment, c'est ces combattants qui veulent aussi s'entraîner le matin, ils se retrouvent limités. On a Mhm, eu la chose avec Morgan. Et donc, si tu décides de rester, bah, tu avances pas. Si tu décides de partir, ben on te le reproche et on te dit ouais putain je l'ai formé depuis qu'il est gosse, t'as vu ça, il m'a lâché, il est parti là-bas, etc. Et ça pour moi c'est très problématique. Enfin c'est mhm, problématique. Non, c'est simple. Dans le sens, soit tu formes des gars, tu veux les emmener à l'UFC par exemple, tes coachs, tu commences en tant que bénévole, etc., etc. Ton gars monte, tu passes à mi-temps et tu commences à devenir semi-professionnel en tant que coach jusqu'à ce que tu passes à devenir professionnel en tant que coach pour pouvoir accompagner. Il mhm. y a un moment, tu vois, Aldric, je pense qu'il a pas toujours été coach pro aussi. Il faudra lui demander, Tu j'ai pourras pas lui demander, je le pense qu'il s'est détail. professionnalisé, parce que ben, et enfin voilà. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. J'ai Ouais. un ami qui est coach Mickey Papas à Londres, il a commencé dans un garage, hop, ça a fonctionné, papa, puis il est monté, 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 et puis après il s'est professionnalisé. Ouais, bah écoute, tu parles à la bonne personne, hein, c'est aussi mon cas, tout simplement. Voilà, ouais, tout à fait. Et J'ai, donc tu as ouais. deux solutions. Soit, et moi je vais te donner ma solution, la deuxième solution. Soit tu es coach de loisirs, débutant en compétiteur, compétiteur. Tu as des jeunes qui arrivent, ils disent ah, j'ai envie de faire du MMA, j'ai envie de devenir compétiteur. Ok, ok, bah viens, je vais t'apprendre. Et tu formes jusqu'à tes limites. Et moi, c'est ce que je vais faire le jour où je vais passer coach. Vous n'allez pas me voir dans les coins de pro parce qu'ils me cassent la tête, les pros. Non, je rigole. Mais je vais Je sais que tu prendre, rigoles pas. je vais arriver, je vais prendre des gens ou des enfants, les faire monter, 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 monter. Et quand ils vont devenir pros et qu'ils vont avoir besoin d'une attention bien particulière, hop, passer avec un coach pro. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, je vais être celui qui va former les bases, tu vois?
Mmh. Alors je dis pas, dans peut-être quelques années, je voudrais passer en pro, mais dans ce cas-là, je pourrais pas faire les deux à la fois, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est important d'être euh, compétent dans ce que tu es. Et donc, enfin, compétent, c'est pas réellement ça, parce que je pense que les coachs de Barnaoui sont très compétents, mais ils doivent passer ce cap de l'autre côté. Mmh. Et ce Ouais. cap C'est peut-être professionnel, simplement du temps, hein. C'est peut-être simplement peut-être, du ouais, temps ou des c'est moyens financiers. investissement. Et voilà. Voilà. Financement, investissement. C'est pendant les premières années, peut-être que tu vas pas gagner beaucoup d'argent, peut-être que ça va être très compliqué. Enfin voilà, et c'est pour ça, par exemple, on critique énormément Fernand Lopez. Et ben pour moi, il a professionnalisé le coaching. C'est le premier à l'avoir fait en France, il l'a professionnalisé. Et c'est pour ça qu'autant de gars vont chez lui, parce qu'ils veulent un suivi professionnel. Je sais que ça fait jaser quand on voit qu'un qui était dans un club va chez lui, etc. T'as vu là, c'est comme ça. Signer des contrats, et d'ailleurs il le fait. euh, vous êtes un coach en France, faites signer des contrats à vos combattants. Mmh. 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, comme ça, ils partent pas du jour au lendemain et après ça vient chouiner. Non, ça doit se professionnaliser et ça va Oui. être un bien. Et professionnaliser, c'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est juste un accord de principe qui est sur papier avec qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre, et pas genre ouais, tu pourras me tenir les pads, ouais, t'inquiète, je tiens les pads entre potes, et puis bah ah non, on le fait pire, on le fait ci, on fait ça, tu vois. Mmh. C'est hop, on pose les actes, je te paye pas, tu vois, je te fais ta pub, je te fais pas ta pub, c'est tous ces éléments-là. Ouais, c'est simplement des accords et je pense que ça peut être intéressant de parce que là on a parlé d'autres exemples, mais ici on a vraiment un exemple concret de nous. Donc Ouais, toi, tu es parti avec certains combattants de l'ancienne équipe parce que le management ne vous convenait pas. Tu as loué il y une en a, bête salle de 30 mètres carrés qui n'était pas vraiment une salle au fin fond des quartiers un peu chauds de Bruxelles pour ouais. vous entraîner en tant qu'athlète. À un moment, vous étiez que des athlètes, donc forcément, vous vous concentriez sur vous et votre carrière, et c'était compliqué de vous concentrer sur les autres en plus. Donc, tu as fait appel à moi. Moi, du jour au lendemain, j'étais coach d'initiation. Je suis devenu coach de combattants amateurs avancés et Pro, professionnels ouais, débutants. Donc j'ai été mis face au mur, donc j'ai dû me professionnaliser, tout commencer à à me fait. renseigner sur comment donner des cours différemment, parce que c'était pas Mmh. du tout la même chose entre des mecs qui viennent une fois par semaine pour faire leur Et d'autres sport qui et des viennent mecs 5 qui fois. ont Mmh. voilà et qui ont une carrière en tête. Euh, on va dire que avec le temps que je pouvais vous proposer, on a réussi un peu à professionnaliser la structure Ouais. avec le temps que toi tu donnais et que certains autres donnaient aussi pour arriver quand même à Cage Warriors, Title Fight au Cage Mmh, Warriors. mmh, mmh. Aujourd'hui, on a fait le Bellator PFL et KSW. Mais moi, surtout depuis que je suis papa, ben, j'ai décidé d'arrêter parce que le coach a une responsabilité. Quand Tout tu as à des fait. athlètes et que tu es leur coach, ils attendent de toi que tu travailles sur leur progression. Eux ont leur objectif. Pour atteindre leur Mmh. objectif, ils doivent continuer une progression. En tant que coach, t'assurer la progression des athlètes, c'est mettre de ton temps, continuer à apprendre pour avoir des connaissances suffisantes pour les développer. Mmh. Et si tu n'as pas le temps, pas les moyens, c'est irresponsable en fait de continuer à garder ce rôle si tu es incapable de Mmh. les amener au next step. Et moi, c'est typiquement pour ça que j'ai arrêté, c'est parce que j'avais Ouais. plus ce temps et donc c'était malhonnête de ma part de garder ce titre de coach des Mmh ratings mh. alors que je voulais plus ou je pouvais plus investir suffisamment de temps dans l'équipe. Et donc Ouais, c'est on a ça. un exemple concret. Donc là, j'avais deux choix en Et fait. Soit j'arrête de travailler mmh, et mmh je mh. viens pour faire que coach. Mais du coup, je sais pas comment j'allais survivre financièrement. Donc Bah, ça revient à ça aussi, le problème, c'est qu'il manquait la mentalité des combattants pour payer, tout simplement. en plus. Ouais. Mais moi, c'est la même chose, tu vois. J'ai fait appel à toi parce que je voulais devenir combattant professionnel et que ben, on attendait de moi que je sois coach, tu vois, les autres compétiteurs. Donc j'avais besoin d'un coach. Tu l'as fait. Là, quand tu as arrêté, ça a été aussi le moment pour moi d'arrêter avec le Cage Warriors parce que maintenant, je coach une équipe. Et je prépare aussi des combats. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et je suis pour moi devenu une sorte de combattant semi-professionnel. Je peux Hmm. plus accorder autant de temps à la préparation de mes combats. Donc je vais pas commencer à aller me fighter avec des gars qui font que ça de leur vie. Et c'est pour ça aussi qu'on a refusé des belles offres sur des grosses orgas. Et que je suis sur une orga plus
on va dire «plus petites» entre guillemets, tu vois? Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut aussi gérer ses responsabilités et faire, et se donner les moyens de ce qu'on souhaite faire. Ouais, Se donner les moyens de ce qu'on souhaite faire et donc c'est pour ça qu'il y a des décisions de combattants professionnels qui ont changé de team, parce qu'ils devaient se professionnaliser et avoir une équipe professionnelle autour d'eux. c'est ça, Et d'autres qui n'ont pas changé de team, mais que leur coach s'est professionnalisé. Donc les 2 pour exact. moi sont bons. Les 2 sont bons et ça c'est enfin voilà. Donc pour, En Barnaoui fait, tu en as même ouais. 3 qui sont possibles parce que donc soit tu pars vers, une structure plus professionnelle comme certains l'ont fait et tu l'as Mmh mh. souligné, il y a des combattants qui sont passés au MMA Factory juste parce qu'il y a une infrastructure et une Mmh. structure professionnelle qui leur permettent de progresser de manière plus optimale par rapport à là où ils étaient avant. Tu as la partie, bah, je garde confiance en mon coach parce qu'il me dit qu'il va se professionnaliser et qu'il va, prendre plus de temps et qu'il aura plus de moyens pour. Mmh. Et puis tu as aussi l'option de mixer un peu les 2, tu vois? Tu restes chez ton coach habituel parce que tu lui fais confiance, parce qu'il te connaît bien, parce qu'il sait quand même continuer à te faire confiance. Mais de l'autre côté, soit tu fais un 50-50 avec, un club plus professionnel qui est pas très loin, soit tu fais des camps d'entraînement prolongés à l'étranger, en pleine immersion et puis tu reviens aux bases 2-3 semaines Mmh. avant ton combat pour revenir dans ta structure, allez, comment Ouais, dire? ouais, Dans ton avec cocon familial, mmh, d'entraînement, quoi. avec tous les risques, de mésentente que ça peut comporter et heu, ouais, faut c'est un taf aussi, hein, c'est un Bien taf sûr. aussi. Moi personnellement, je dis toujours à mes combattants que cette option-là, il y a aucun problème là-dessus. Donc j'ai déjà des combattants, avec qui je suis allé, il y avait un coach extérieur. Le problème, c'est que, bah, il faut en discuter en amont parce qu'on peut Mmh. avoir 2 échos différents, 2 manières de concevoir la victoire différentes, tu vois? Ce genre de Mmh. situation. Mais Bien sûr. oui, c'est une troisième solution, qui s'entend clairement. OK. Eh ben, je pense qu'on a bien clôturé le sujet Barnaoui, plus de 50 minutes. C'est plutôt pas mal comme, comme stat. Gestion de combat? On va brièvement passer par la gestion de combat avant Ouais, de débriefer du main event qui arrive. On va laisser tomber peut-être Jairzinho contre Almeida parce ouais, que voilà, ouais, il n'y a pas trop à tirer de ce combat, on si va en ce n'est reparler. la vidéo de 20 minutes que j'ai déjà tapé dessus hier. Ouais, voilà. Du coup, la gestion de combat, je pense que l'exemple idéal, Nasael? c'est Azael. Mmh, J'ai trouvé ça personnellement très intelligent, bien que peut-être un peu risqué, hein. On a déjà vu des décisions qui sont particulières. Donc, ouais, alors, on a l'impression qu'il a pris la décision, qu'il a préféré survivre dans le troisième, quitte à le perdre, plutôt que vraiment chercher à tout prix à le prendre. C'est une décision qui était correcte parce que si tu te fais finaliser, tu perds d'office. Ici, il était confiant d'avoir pris le 1 et le 2 mmh, et ça lui a permis de s'assurer une victoire en laissant passer le 3. ouais, Et donc, dans l'aspect gestion de combat, encore une fois, ça revient à ce qui est de plus important, la victoire d'abord. voilà. Alors, moi j'ai trouvé ça très, très intelligent de sa part. Donc, pour moi, il a pas survécu. C'était pas Ouais, une c'est un question de grand mot, ouais, ouais, survivre, donc on n'a pas vu, Sazu le mettre en danger ni dans ses frappes, ni en tentative de soumission, ni quoi que ce soit. On a vu, un Sahel qui était en dessous, qui retirait la garde, qui pouvait mettre des coups de coude, qui gérait et cetera et un Sazu qui, cherchait à contrôler et qui a pas réussi qui a pas trouvé de enfin qui a pas montré non plus, à un moment donné parce que certains ont dit: «Ouais, ça aurait pu être un 18». Et quel un 18 enfin un 18 dans ce cas-là. Le seul 18 qui était possible, c'était le deuxième round et d'ailleurs il a été accordé. Il y Mhm. a, je pense qu'il y a un juge qui a donné un 18, tu vois. Et moi comme je le pensais, comme j'avais dit, pour moi c'était un 19, mais je pouvais voir quelqu'un mettre un 18, tu vois. Mhm. Troisième round, pour moi il y avait 19, il y avait rien d'autre de plus à mettre et les juges aussi ont mis 19, tu vois. Ouais. Euh, la question, c'était de savoir, est-ce que c'est Sassou? Parce que certains ont dit, ouais, Sassou, vous avez vu, il est revenu dans le troisième, incroyable, trop fort. Non, il n'y a pas eu d'opposition dans le troisième. Donc, il est très fort, hein, Sassou, il a un style très très bon. Moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que il a été touché, ou quelle était la raison pour laquelle il avait fait. Je suis parti directement dans ma tête que c'était, enfin,
stratégique. Il avait ses 2 rounds, il était cuit, il voulait absolument pas risquer de perdre et de se faire connecter ou quoi que ce soit et de faire une erreur à cause de la fatigue et qui préférait entre guillemets «tirer la garde» et laisser passer le 2e round, mettre quelques coudes pour dire qu'il est actif et accorder le 9/10. Mmh. De l'autre côté, je trouvais ça extrêmement intelligent. J'avais un peu de mal, enfin j'étais en train de me dire: «Putain, s'il a réfléchi à ça, hein, à son âge, à son niveau en lutte au sol, pour la suite, enfin, en termes de fight IQ, on est sur, tu vois, du, je sais pas moi, un truc de champion, du, comment il Mmh. s'appelle, Sterling, tu vois. Ouais. Du Sterling qui connaît où il en est dans ses rounds, qui laisse passer les derniers rounds, qui devient champion du monde, tu vois. Les gens, ils Mmh. peuvent jacter après, mais il est champion du monde. Et ça, c'est pareil. Et donc, j'ai envoyé un message, tu vois, quand même, pour être sûr, Ah! avant. Et il dit, ouais, t'as compris. Il m'a répondu, ouais, t'as compris. Ça me rassure, parce que les potes qui sont combattants, ils ont compris ça aussi. Euh, clairement, il était cuit. Clairement, il était cuit. Je pense qu'il a quand même beaucoup délivré, hein, sur le 1 et 2. Quand tu fais un 18, tu balances la sauce quand même. Il était cuit et il voulait prendre aucun risque à cause de la fatigue. Et il a préféré s'assurer le round en le perdant, en tiens. Il pense S'assurer qu'il le combat en perdant ouais, le round, s'assurer ouais. le combat en perdant le 3e round. Il savait qu'il était loin devant avec le 1 et 2 et, heu, Mmh. Eh ben, et tu sais voilà. quoi? Ça revient à ce qu'on a dit plus tôt, en fait. C'est une question de pourcentage et de probabilité. Il Voilà, considérait qu'en restant debout, il y avait une plus haute probabilité qu'il se fasse salement toucher et finaliser qu'en tirant la garde. Il se sentait plus à l'aise à exactement, contrôler le combat à partir exactement. de la garde plutôt que d'être à distance et peut-être prendre, sur un manque de lucidité ou d'attention, une grosse connexion. Et sachant qu'en plus, de l'autre côté, Sasu savait que très bien qu'il avait 2 rounds de retard. Il devait finaliser sur ce 3e round. Il Mmh. allait taper pour chercher à mettre KO au 3e. Mmh. Donc, Hazel, forcément, il est un petit peu déçu, hein. Il aurait voulu, parce que après, enfin déçu. C'est toujours pareil. Il y a l'aspect sportif où Mmh. tu te dis, tu sais, c'est comme mon dernier combat qu'on a fait ensemble. Sportivement, on avait défini ce que j'allais faire. Il fallait que je fasse mes rounds, il fallait que je prenne mes rounds, etc. Et pas commencer à vouloir euh, mettre en danger ou quoi que ce soit. Donc sportivement, tu peux être satisfait. Tu as rempli ton contrat. Mais par contre, après, vis-à-vis du public, t'es un peu moins mal à l'aise parce qu'on dit, ouais, t'aurais pu le finir au 3e, etc., tu vois. Ou là, Mmh. t'es au 3e, il aurait pu t'avoir, tu vois. Donc il est un peu déçu vis-à-vis de ça. Il aurait préféré être en top position et faire du lay and pray et l'emporter comme ça, tu vois. Mais de l'autre côté, il dit, mais ce que j'ai compris, c'est que de toute façon, ce qui importe et ce qui importera dans quelques années, c'est le vert que j'ai sur ma fiche. Évidemment, Si j'ai un évidemment. rouge en ayant mis un 18 et en ayant mis un combo incroyable avec un retourné, mais que le gars me connecte ou m'étrangle au 3e, les gens, ils auront oublié. Ils verront juste le rouge, tu vois. Bien sûr. Et donc ça, on est sur une vision long terme. Ça, on est sur Mmh. une vision long terme. Et ça, je trouve ça, enfin voilà, je trouve Beh, ça c'est super clair, intelligent, quoi. à son âge, là où il en est, il doit avoir une vision long terme. Mm, Tu mm, enchaînes mm. les victoires, tu vas arriver à tes objectifs, à terme. C'est différent pour quelqu'un qui s'y met beaucoup plus tard et qui a des gros objectifs et qui doit monter rapidement. Là, le Voilà, facteur prise de risque est plus élevé. et plus Mais quand élevé. tu es un jeune combattant et que tu vois encore, plus de 10 combats de carrière professionnelle face à toi, peu Mm. importe ton objectif, c'est la victoire qui compte le plus parce que encore une fois, il faut aussi rappeler qu'une défaite, bah, si tu prends un KO, bah, on ne te voit plus dans les 6 mois, hein, donc tu dois Tout vivre à avec fait. une défaite pendant longtemps. Tu vas derrière dans les rankings, donc tu dois revenir. Enfin, c'est pas une victoire qui te fait revenir là où tu es. Donc il y a une énorme différence entre Mm. gagner où tu avances et perdre où tu recules. Tu peux pas jouer avec ça quand tu as le temps. Tu dois Ouais, absolument ouais. avoir cette priorité à la victoire. Mm, mm. Et c'est ce qu'on avait dit sur le dernier combat, sur mon dernier combat, c'est la victoire, c'est ce que les gens retiendront dans 3 mois. Mhm. Que t'aies mis knockdown le gars au premier round, et s'il t'étrangle au 3e, ou t'aies pris le 1-2, tu le domines, tu vois, enfin, Israël Adesanya, le premier combat contre Pereira, il gagnait entre guillemets son. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. gagne ses rounds et tout, il se fait connecter à la dernière minute, voilà, c'est le chaos, et puis en fait, Israël Adesanya, en fait, il est nul, tu vois? Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, on oublie vite la On, structure de combat. Ouais, on oublie la structure de combat. Donc c'est le C'est, c'est le V et ouais, mais c'est la faute des, enfin c'est notre faute, hein, en tant que fan, hein, de concevoir les choses comme ça. bien sûr. Mais en Bah, il tout y a cas plein voilà. d'exemples comme ça. Moi, le plus gros exemple, évidemment, c'est Leon Edwards, hein, quand il a Ah gagné oui, par head kick
les gens avaient oublié, enfin, tu vois, les gens disaient, ouais, Ousmane était en train de le dominer jusque-là, mais en fait, la réalité, c'est que c'était, enfin, s'il n'y avait pas le high kick, c'était un 48-47, c'était quand même plus serré que ce qu'on avait. Donc, enfin, les gens, je dis les gens, je m'inclus Ouais, dedans aussi, on oublie ouais, ultra vite ouais, comment s'est déroulé un combat. Et en fait, le résumé du combat reflète jamais ce qui s'est réellement passé 3 mois tout à plus fait, tard. tout à Et fait. donc, effectivement, c'est vert, rouge qui compte. Ouais, ouais, c'est uniquement ça. Et on a des exemples comme ça partout. Et Mhm. on se fait avoir. Moi, je me suis fait avoir avec Blessed, avec Max Holloway, tu Ouais. vois. Je l'ai sous-estimé, je pense, hein, dans le truc, parce que j'étais sur les combats, sur sur ces défaites. Et, euh, et voilà, et il a détruit le challenger numéro un, le champion intérim actuel, tu vois, il les a mangés, quoi. Il a juste un combattant contre qui il bute, voilà. Et Ousmane, c'est pareil. Et Ousmane, tu vas voir, on va tous le sous-estimer sur son prochain combat. Ah, il est vieux, oh, il s'est fait éclater par Leon Edwards, ah, il a peur des coups maintenant, il a Mhm. peur de se faire mettre KO. Eh, je pense pas, moi. Je pense Non, pas. Je pense non, qu'on oublie. ouais, Ouais. on oublie très. D'ailleurs, quand on a fait la preview du potentiel combat avec Hamzat, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le sous-estiment. J'aime pas, genre, je vais pas dire le nom du cas parce que de toute façon, je m'en souviens pas, mais quelqu'un a dit Ousmane n'est pas prêt pour Khamzat. Genre, on parle d'un mec qui a été champion Ouais. dominant, qui a défendu plusieurs fois son titre, qui a été, je pense, à un moment en numéro un pound for pound au classement, Mm, même si ça mm, veut mm, rien dire, mais voilà, ça en dit quand même long. Et on dit qu'il est pas prêt pour Khamzat, qui a eu un gros challenge dans sa carrière, c'est Gilbert Burns. ouais. Enfin, c'est ouf à quel point Et la c'était mémoire est de ultra temps en temps serré. trop courte. Ouais, et c'était Et ultra on l'a serré. vu avec Guy Burns, il a 3 victoires. Oh, il est incroyable. On regarde même pas l'opposition, tu vois. On regarde juste le Mhm. vert. Ouais. On regarde juste le vert. On se dit pas, tiens, bah, il a 3 victoires où il était ultra favori, tu vois. Ouais. Et donc tout ça peut-être pour synthétiser, mais Mhm. être capable de gérer un combat, les gens se rendent pas compte à quel point ça demande du niveau, de faire ce Ouais. genre de réflexion, d'être capable de le faire, parce que le combat est un sport tellement incertain. Mhm. T'essayes de contrôler tout ce que tu peux contrôler, c'est ça ton objectif en tant qu'athlète, mais c'est tellement incertain que quand tu vois quelqu'un qui est capable de dire bon ben en plein combat, genre je rentre dans ce round. Euh, je tire la garde et puis j'essaie de rester actif pour pas que ce soit un 18 et je fais en sorte de bloquer pour pas me mettre en réel danger. Mhm. Mais savoir faire ça, c'est absolument exceptionnel, surtout face à quelqu'un qui lui a pour objectif de venir te finaliser. C'est euh, Mhm. 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 c'est tellement propre. Ouais, moi je suis, enfin voilà, je sais qu'en tant que fan, on aurait tous voulu le voir balancer encore la sauce. Il est encore jeune. Je pense qu'au niveau gestion d'énergie, il y a un petit taf à faire là-dessus et tout. Mais en termes de réflexion, d'intelligence, c'est ce qui est le plus difficile en plus à avoir à cet âge-là. Bah moi, je trouve ça super intelligent. Je trouve ça super intelligent et j'ai hâte de voir la suite, clairement. Ouais. J'ai hâte de voir la suite. Mm, mm, Et alors, tant qu'on est sur la gestion de combat, on va mm. parler Ouais. du main event qui arrive, puisqu'on a deux athlètes qui gèrent très. J'arrête ma phrase. On a Mackenzie Dern contre Angela Hill, deux athlètes qui ont souvent des décisions assez serrées. Ouais, bah oui, il y en a une Euh, surtout, ouais. ouais, Ouais. ouais. Enfin non, les deux, parce que, enfin je sais pas, Hill, elle est quand même souvent sur des splits, sur Elle a des quasi que ça, elle, controverses. hein. Et même Mackenzie Dern récemment, elle a tapé une split Majority? et une majority Ouais. sur ses X derniers. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Non, vrai. elle est sur ça. Hein. Dern, elle est sur une majority contre Yan Xiaoyan et Ouais, sur une split gagnée contre Tessia Torres. Donc, ouais, on est tout à sur fait. deux qui ont peut-être besoin d'être plus convaincantes dans leur jeu. Ça, c'est les leçons à tirer de part et d'autre sur l'aspect approche du MMA. Et on est sur une pure opposition de style. Donc, je vais faire comme d'habitude. Hein, je vais donner les palmarès. Mhm. Angela Hill, 15 victoires, 12 défaites. Elle a quasi fait toute sa carrière à l'UFC, ce qui justifie aussi ce palmarès un peu très bof sur papier. Elle a Mhm. affronté quand même pas mal 10-12. de gros noms. Mhm. Ouais, c'est ça. Elle est arrivée à l'UFC à 4-0, à 5-0, Ouais, c'est quelque ça. chose comme ça. 5-0. Ouais, Donc 4. ces 5 derniers combats, c'est 3 défaites de suite et puis 2 victoires de suite. Elle a perdu à la décision unanime contre Tessia Torres. Ensuite, elle a perdu en Fight of the Night, c'était plutôt sympa, à la décision partagée contre Amanda Lemos. Ensuite, elle a perdu à la décision unanime contre Virna Jandiroba.
Et puis elle est sur 2 victoires à la décision unanime d'affilée, elle était un peu plus convaincante, surtout dans son dernier combat. Donc c'est contre Lupi Godinez, pardon, et Emily Ducote, qui était arrivée à l'UFC avec une belle hype quand même. Elle est donc numéro 14 au classement. Et elle affronte Mackenzie Dern, qui elle est à 12 victoires pour 3 défaites. Et sur ses 5 dernières victoires, attends, 1, 2, 3, 4, 5, décision unanime contre Virna Jandiroba, soumission par clé de bras à la fin du premier round contre Nina Nunes, décision dans un Fight of the Night sur 5 rounds, décision unanime pour Marina Rodriguez, qui s'est vachement imposée contre Mackenzie Dern. Ensuite, une décision partagée contre Tessia Torres, qu'elle l'emporte. Et ensuite, une décision majoritaire qu'elle perd en 5 rounds contre Yann Xiaonan. Hmm. Sur le combat, on a une Mackenzie Dern qui est favorite à 1,52, ce qui signifie que c'est un 65-35 sur papier pour Mackenzie Dern. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh, En synchrone, oui. C'est en 5 rounds. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je pourrais même voir un 70-30. Mm. Ce qui signifie, parce qu'on va faire très simple en fait, Mhm. c'est clairement grappleur contre striker. Tu mets Hill contre Mackenzie Dern en combat de kickboxing, t'es sur du 95-5. Tu Ouais, mets Hill contre Mackenzie Dern sur un combat de grappling, t'es en 99-1. on va dire ça exactement comme ça. Ouais. Et donc, si on part du principe que les cotes avec lesquelles tu es assez d'accord, 65-35 ou même 70-30, Mhm. sont à l'avantage de Mackenzie Dern, on part du principe que la structure de combat sera plutôt sur une Mackenzie Dern qui parvient à obtenir ses amenés au sol. Et donc, du coup, soit à soumettre, soit à dominer de par son sol Hill. Alors, ça va peut-être être intéressant de reprendre 2 statistiques du coup. Je réouvre les fenêtres. La La précision de takedown de Mackenzie Dern n'est qu'à 11%. Je ne sais pas comment comptabilise l'UFC. Je ne sais pas si quand elle tire la garde, c'est considéré comme une amenée au sol. Je pense que non, parce que Non, Mackenzie Dern le fait beaucoup. tout à fait. Ah ben non, non, ça ne l'est pas. Je peux confirmer parce que je crois qu'elle a tiré la garde contre Tessia Torres et c'est marqué 0 takedown. Et Donc c'est contre pas Yann considéré. aussi, hein. Et Candian aussi. Mm. Euh, du côté de Angela Hill, on a une défense de takedown à 77%. On va dire que c'est moyen. C'est pas ouf, c'est pas mauvais, c'est moyen. Donc ça, c'est voilà, statistiquement, c'est intéressant. Pour moi, là où je vais te rejoindre, c'est le fait que Angela Hill, elle va souvent au clinch, peu importe contre qui, Ouais. même contre Ashley Yoder. Et Ashley Yoder, typiquement, elle a fait, c'est un peu un style de Mackenzie Dern, qui va pas hésiter à tirer la garde ou à s'accrocher en koala. Et donc dans ce schéma-là, j'ai l'impression que effectivement Mackenzie Dern pourra avoir ses moments en grappling et s'imposer. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est comme on vient de parler de Barnawi Primus, est-ce que Angela Hill serait capable de gérer le sol de Mackenzie Dern au même titre que Yan Xiaoyan l'a fait dans le dernier combat Mhm. et du coup être capable de faire un peu de dégâts debout, être au-dessus au sol et réussir à ce que les tentatives de soumission de Mackenzie Dern ne soient pas suffisamment engagées que pour se faire retourner le round. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois Angela Hill moins performante que Yann, hein, que Bien sa sûr. dernière adversaire. Moins d'allonge, etc. Mauvaise gestion de l'espace. Et je pense qu'elle a une moins bonne défense de lutte. J'espère que Mackenzie Dern. Alors Mackenzie Dern, le problème, c'est pour moi son striking et comment dire ça? Je pense qu'elle fait, je sais pas comment elle travaille son striking, si elle fait juste des pads, etc. Mais je le vois chez certains combattants qui font parfois un petit peu trop de pads. C'est qu'ils n'ont, c'est comme s'ils dansaient tout seuls, tu vois. Ils font pas de sparring, donc ils arrivent en combat, ils envoient leur 1-2, comme s'il allait rien se passer, et ils se prennent un contre entre guillemets, et il faut ouais, oh, oh, tu vois. Et pour moi, c'est typiquement ça, c'est typiquement ça. Donc, on la voit rentrer des 1-2, donc voilà, c'est des 1-2, quoi, ils sont propres, mais elle va se prendre des contres, elle va se prendre des frappes, et comme s'il y avait un retour.
Alors, il y avait cette discussion il y a pas longtemps. Est-ce que les pads holders doivent faire travailler la défense? Je sais plus si sur Instagram. Quand on tient les pads, bah, pour moi, ça dépend toujours de l'objectif. Mais face à quelqu'un qui fait jamais de sparring, je pense que oui, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que oui, tu vois. Mais si c'est quelqu'un qui vient juste pour travailler sa technique, la précision de de ses gestes, sa puissance et tout, non, entre guillemets, là, pas forcément, quoi. Tu dois juste envoyer quelques trucs pour t'assurer que le reset soit fait. Parce que tu vois tellement de Voilà. gens qui Oh là travaillent aux là. pads et qui finissent leur combinaison sur l'extension du dernier mouvement. Il n'y a pas de rétraction ni de reset. Oui, et puis il n'y a même pas de... Ça Ouais. va se ressentir dans le combat aussi. Donc même si tu viens juste pour travailler ta propreté Hum, hum, technique hum, 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 offensive, hum. il faut pas oublier que la fin du mouvement, c'est ta rétraction et idéalement même ton step défensif. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc pour moi, ça c'est son gros défaut. Et puis elle n'utilise pas sa boxe pour pouvoir aller clincher, tu vois. Mhm. Ce genre de situation. Ouais. Après, en lutte, elle a une lutte vraiment type judo, avec les hanches, etc. Ouais. Underhook, overhook, le contrôle poignet parce qu'il n'y a pas le kimono. Et puis bah tirer la garde, quoi. Ouais, parce que un des deux takedowns qui a été scoré pour Mackenzie Dern contre Yan Xiaoyan, Et c'est le classique féminin, la head and arm euh, throw, donc ouais, ouais. la Ronda Rousey, quoi. Tu prends le bras et la tête et puis Et elle se fait tu jettes prendre au le dos. sol et elle se prend le dos. Donc Ouais. elle réussit son amener au sol, mais immédiatement après, elle se fait C'est... pas prendre le dos parce qu'elle défend bien la prise de dos et puis ça scramble, mais voilà, c'est même pas une amenée au sol qui a amené à une position prise pour Mackenzie Dern. Donc Ah toute la ouais, ouais. question, enfin pour moi toute la question c'est vraiment est-ce que alors ici c'était qui? C'est Ashley Yoder, je pense. En début du deuxième round, elle shoot directement sur un takedown complètement télégraphé. Je crois que la meuf, elle fait le classique, tu vois. Ouais, ouais. Genre, elle met les deux mains en l'air et puis elle vient attraper la jambe et puis elle finit son amener au sol contre Angela Hill. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc par rapport à ça, je me demande si Mackenzie Dern ne serait même pas capable de réussir à compléter des amenés au sol et prendre une position de contrôle Mm. au-dessus, ce qui pourrait l'amener à finaliser. Parce que là, Mackenzie Dern, ça fait un petit temps qu'elle n'a pas de finish par soumission. Hein. Il faut remonter Ouais, mais par contre, à Nunes. son grappling, alors je vais pas le comparer à d'autres, à des combattants, mais en tout cas dans la catégorie féminine, elle a un grappling qui est Ah, bien sûr. bien supérieur à la Ah moyenne. oui. Donc même si elle a pas eu de finish vis-à-vis de Diane, elle met au sol, elle passe la garde, elle prend la monte, elle prend le dos, elle s'installe, elle part sur un juji. Enfin, tu vois, il y a vraiment une stratégie Mhm, d'évolution, d'escalade sur le corps au niveau des positions jusqu'au finish, même si elle n'obtient pas le finish en soi. mhm. Aux yeux des juges, c'est impactant dans le sens où elle a un travail grappling bien supérieur. Ouais. Donc moi, Et je voudrais, sportivement parlant, hein, la voir faire des adaptations sur sa boxe, être capable de pouvoir frapper roll under, frapper sortir, du in and out, aller au clinch. Je voudrais la voir arrêter avec ce hip throw de judo dégueulasse, enfin dégueulasse, non. Mais voilà, qui est pas adapté au MMA. Au mhm, judo, elle aurait obtenu ses points, clairement. On fait des petites roulades, on peut finir en dessous. Au judo, c'est l'amener au sol qui est importante, tu vois, l'élévation. Mais là, faut qu'elle aille sur du plus simple, plus concret. mhm. Et quitte à tirer la garde, hein. Ouais. Je m'en Moi, fous encore, hein. Et c'est typiquement ça pour moi, c'est avoir ne fût-ce qu'un jab debout pour pouvoir travailler dessus Mmh, et avoir des meilleures entrées dans sa lutte. Et une fois l'entrée faite, j'ai aucun mal à ce qu'elle fasse des tirages de garde face à quelqu'un comme ouais, voilà. Angela Hill. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de la voir être capable de travailler à partir d'un body lock Ouais, ce serait sur parfait, de la ouais. gréco ou Mmh. de descendre sur une single à partir du clinch. Ça pourrait Ouais. être assez intéressant de la voir faire ça. En tout cas pour la suite de sa carrière, parce que là, Ah elle bah est oui. 8 dans le classement. Donc il y a un moment, elle doit progresser sur son jeu Ah oui, parce que oui. de par ses défaites, elle a montré ses limites. Euh, Elle doit montrer une progression. Elle doit montrer une progression si elle veut espérer un jour percer un peu plus que Mmh, ce qu'elle a mmh, fait mmh, jusqu'à mmh, présent. tout à fait. Et pour Angela Hill, bah clairement, elle va devoir tenir la distance, boxer, tenir la distance, éviter le clinch, je pense Mhm. absolument.
Et ça va être un combat qui va être difficile, je pense, pour elle. Mmh. Qui va être difficile parce qu'elle va être sur le qui ça va être fatigant, tu vois, mentalement. Sur le Bah, qui-vive tout ouais. le temps. Et puis voilà, si elle se retrouve dans des phases de clinch, faudra qu'elle bloque tout simplement. Mais ça va être très très fatigant, je pense. Ouais, Donc c'est c'est pour ça que fatigant, tu vois, ça fait penser à Charles Jourdain contre Kron Gracie, tu vois. Il l'a complètement dominé, mais ça reste fatigant d'avoir quelqu'un qui te fonce dessus avec pour seul objectif de t'amener au sol. et C'est que 3 mentalement et rounds, hein. physiquement difficile, même si tu emportes les 3 rounds sans difficulté, tu dois rester focus de Ouais, dingue du début à la fin. Tu peux pas avoir une perte de non. lucidité, quoi. Et ça n'était que 3 rounds. Et ça n'était que 3 rounds, ouais. Donc c'est pour ça. Donc Angela Hill, si elle passe, pour moi c'est un gros test pour Angela Hill. Je pense que sur ce combat, ce que veut l'UFC, ce que recherche l'UFC, c'est clairement de pouvoir euh, tester Mackenzie Dern pour qu'elle puisse monter dans le classement et Mhm, qu'elle puisse s'exprimer, etc. Je pense que Angela Hill, elle vient un petit peu comme un combat de relance, je dirais, tu mhm. vois. Combat de relance, un combat qui, bah, forcément, hein, où Mackenzie Dern est favorite, tu vois. Ouais, Mais mais clairement, ouais, nous, on ça va. montrerait quand même une progression de Mackenzie Dern, parce que ces deux dernières défaites, c'est Marina Rodriguez et Yan Hmm. Zhao Yan. Ça reste des strikers qui ont aussi un bon clinch, qui ont aussi une certaine gestion de la distance, mais je pense Et qui que, sont dans le top là maintenant. voilà. Mais je pense cependant que Angela Hill ne reste qu'une moins bonne version de ces deux athlètes-là, bien que, encore une fois, sur son dernier combat, franchement, on a l'impression qu'elle a enfin tourné un coin dans sa carrière et qu'elle commence à trouver comment fructifier son style. Hmm, hmm, hmm. Donc ça va être intéressant pour l'une comme pour l'autre. Celle qui Ouais, gagne, ça, a priori, elle aura fait démontré une progression, je pense. je pense, clairement. Pronostic et préférence, même si tu l'as déjà plus ou moins dit. Oui, bah alors pronostic, oui. Moi, je vois Mackenzie Dern l'emporter par soumission. Hmm, Euh, hmm. Dans le troisième, deuxième, troisième, je dirais. hmm, Préférence, ça me va aussi. Si elle le fait bien, alors voilà, toujours pareil, hein. La préférence, si elle gagne sur une erreur, l'hôtel a glissé et que ça va au sol, enfin pour un truc un peu stupide, bon, ça va pas trop me plaire. Par contre, si je vois vraiment des adaptations dans le jeu, là hmm, sportivement, je serais heureux de voir Mackenzie Dern, tu vois. ouais, C'est toujours pareil. Moi, sportivement, c'est vraiment, je vais vraiment être focus sur celui qui aura fait la meilleure évolution, la meilleure adaptation, le meilleur game plan. Donc ouais, je vais backer, je vais plutôt supporter Mackenzie Dern dans un premier mhm, temps. Parce que j'aimerais la voir faire ses adaptations et monter dans le classement. Je pense qu'elle pourrait poser des problèmes. ouais. Après, si Angela Hill fait les adaptations, je serais très content qu'elle gagne aussi, tu Ouais, parce qu'elle a une chouette personnalité aussi. Donc, t'as un peu envie de voir Angela Hill percer, mais t'as du mal à le voir. Et c'est pour ça, son dernier combat donne un peu d'espoir. Et malheureusement, elle se retrouve dans un combat où bah, elle n'est pas du tout favorite. Donc, c'est un peu triste, entre guillemets, pour elle. Évidemment, si elle gagne, c'est un gros statement et ça lui permettra d'enfin percer dans le top 10 et d'aller challenger quelqu'un là-bas. vois. Moi, sur le pronostic, je te rejoins. Il y a Angela Hill, elle a perdu que par décision ou par soumission. Elle a perdu par soumission contre Randa Marcos en 2019. Elle a perdu par étranglement arrière contre Rose Namarunas en 2015. Donc ça remonte quand même. Euh, mais je pense que Mackenzie Dern aura des moments étendue au sol, elle va pas avoir que des 20 secondes, 30 secondes, elle va être capable de prendre un contrôle et à un moment réussir à imposer son jeu offensif et finaliser d'une certaine manière. Mais je pense que ça arrivera plutôt quand la fatigue s'installe. Donc moi je suis plus parti sur troisième ou quatrième. Ok, ouais. Voilà. Eh ben, Brian, on a battu notre record là, Ouais, 1h20. On alors a que eu c'était beaucoup, pas beaucoup du de tout sujets. prévu. C'était pas du tout prévu que ça dure aussi longtemps. Mais Merci, je pense que merci à toi. c'était intéressant cette discussion là parce qu'on abordait pas mal de choses hein, sur Ouais. Barnaoui, sur le. La gestion de combat là. Ouais, c'est des vrais questionnements, etc. C'est des vrais questionnements et non, c'est gestion de combat. Est-ce que Gestion de carrière Mm, aussi, ouais. C'était mm, intéressant de pouvoir un peu prendre plus de recul, ne pas être à 100% sur l'analyse d'un seul combat, mais aussi mm, prendre des leçons plus larges, on va dire. On était moins sur une loupe ouais. technico-stratégique, mais on a pris un peu plus de recul et c'est intéressant Mm. d'aborder ce genre de.
Et sur de la sujets. professionnalisation aussi en France qui va arriver. Et je pense que la France, elle a, enfin, on le sait que la mentalité, il y a une partie de la population qui veut euh, se libéraliser un petit peu, se professionnaliser, rentrer dans le genre de système un peu plus mondialisé, tu vois, une partie qui est un peu Mhm. plus attachée à des choses un peu plus communautaires, associatifs, euh, avec des valeurs, tu vois, moins la valeur marchande, parce que souvent professionnalisé, on voit la valeur marchande, on parle de questions d'argent, etc., tu vois. Et c'est des sujets de société qui vont toucher aussi le MMA. Et il va falloir s'y préparer, il va falloir se questionner. Moi, tous les deux, je pense qu'on est tous les deux indépendants, on est tous les deux dans un pays qui est un peu plus libéral que la France, hein, et, euh, et on peut comprendre des choix, par exemple, on va en reparler, tu vois, mais Fernand, il va faire des choix qui sont très libéraux. C'est un, il fait du business, tu vois, il est pas dans Mhm. l'associatif. Nous, c'est des choix qu'on peut comprendre beaucoup plus facilement, que certains ne vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas du tout la même fibre politique, tu vois, Ouais. ont d'autres objectifs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. On a un Barnaoui qui a été formé depuis gamin, et heureusement qu'il y a eu tout le système ASBL en France, parce que ça a permis à plein de jeunes de pouvoir Se évoluer dans le développer, ouais. sport pour 50 euros par an, tu vois. Mhm. Et il faut que ces deux-là puissent vivre ensemble, que ce gamin qui a commencé à s'entraîner, à découvrir le sport à 50, maintenant commence à toucher de l'argent, parce qu'il a quand même touché beaucoup d'argent avec l'Euro d'FC, et là il doit toucher beaucoup d'argent, puisse passer aussi, se professionnaliser comme un Mhm. joueur de foot, etc. Et ces deux manières politiques, elles doivent cohabiter ensemble Il n'y a pas le choix. C'est comme pour le dans bien tous du les pays. sport, tu vois, pour le bien du sport, Ouais. et voilà. Ça, c'était la petite conclusion de ma part. Ouais. Et juste, ouais, j'y pense maintenant, comme ça va peut-être un peu nous sauver, mais Mm. je sais comment les gens interprètent quand on parle et tout ça, et peut-être que certains auront interprété notre partie sur la suite de la carrière de Mansour Barnaoui comme une critique envers son camp. On va quand même souligner qu'on est très conscient qu'avec ce camp d'entraînement, il a réussi à aller gagner le tournoi du Road FC, il a fait de très bons résultats, donc il est vraiment arrivé à un excellentissime niveau rarement obtenu en France. Donc pour ça, évidemment, tout le crédit Oui. leur revient. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une phase où le MMA a blindé évolué. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi pris une petite pause prolongée Mm, mm, mm. pendant laquelle le sport a continué d'évoluer. Et nous, ce qu'on émettait juste, c'est que voilà, pour rester dans le top et continuer à faire des résultats aussi impressionnants que par le passé, il y a évidemment des adaptations à faire. C'est Ouais, ouais. en aucun cas une insulte envers les compétences de son camp. Non, 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 on a fait une critique constructive et on le fera et on essaiera de rester objectif avec tout le monde. Yes. Et je pense, en tout cas, en tout cas, moi, je pense que toi, tu le fais aussi déjà, on essaiera de rester sur ce créneau-là, tu vois. Sur Mhm. ce Ça fait créneau-là. partie des valeurs de la chaîne. Fight Bon, voilà. Minds, une des valeurs, c'est la bienveillance. Donc ça en fait partie. Bienveillance, mais objectivité, objectivité. C'est Euh, ça. et, euh, et argument. Voilà, Voilà. surtout. Brian, merci, à très vite. Merci à toi, Chris, merci à En fait, tous. c'était Chris et Brian sur Fight Minds. Ouais, ciao tout le monde. Ciao.